Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et joyeux Halloween! Ça fait 2 mois qu'Halloween est passé. Ah bon? Bah c'est pas grave, de toute façon c'était juste pour fêter le 13e épisode du bonimenteur français. 13 déjà. Et ce sera sur un film d'horreur fantastique et français. Donc c'est parti pour Belphégor, le fantôme du Louvre. Et d'abord, faisons un petit récapitulatif de ce qu'est Belphégor, d'où vient-il et comment on en est arrivé à ce film. Parce que son histoire est énorme et très longue à raconter. Alors revenons au commencement de l'humanité. Belphégor est une divinité démonique venant de l'Ancien Testament qui demeure parmi les 7 princes des enfers, comme Belzébuth et Azazel. Il correspond au péché capital de la paresse. Ce démon favorise les inventions et les découvertes pour que l'homme n'utilise plus son cerveau et ses capacités physiques, le rendant feignant en saisissant son âme. Et dans un autre registre, il était aussi le démon de la fertilité. Oh my. Ça devait pas être la joie de forniquer à cette époque. Et il y a eu des rockers qui ont repris ce nom pour créer leur groupe. Écoutons ce groupe. Oh dear, we are in trouble. J'ai vu tant de choses, humains, que vous ne pourriez imaginer. Alors, où j'en étais? Et des siècles plus tard, par je ne sais quelle raison, cette créature des enfers fera partie de la culture française en 1927, grâce à l'auteur Arthur Bernet. Tu es un antisémite, non toi! C'est faux! C'est un Dreyfusard! Oh toi! Dreyfusard! Amen. Vos gueules, les profiteurs! C'est pas le sujet de la vidéo! Bon, j'en étais. Il créa d'abord Belphégor pour le cinéma en ciné-roman pour le réalisateur Henri Desfontaines, c'est-à-dire un film à épisodes. En gros, le MCU avant l'heure. Puis il le publiera en simultané en feuilleton roman dans le journal Le Petit Parisien. Et dans le roman de Bernet, de Belphégor et le fantôme du Louvre, où les personnages doivent tout faire pour découvrir qui il est et l'arrêter. Ça commence comme une histoire fantastique, mais cela devient une histoire policière. D'ailleurs, le but de ce livre, c'est d'expliquer l'invraisemblable. Et le roman sera donc divisé en 4 épisodes comme pour le film. Pour ce qui est du long métrage, il sera l'un des films français à succès de l'époque avec Fantomas. Et l'on peut comprendre parce qu'il y a une similitude sur le fait que l'inspecteur veut capturer le criminel, mais qu'il n'y arrive pas, mais qu'à la différence, Belphégor n'est pas vraiment un personnage qu'on suit par rapport à Fantomas. Il lui manque une certaine personnalité. On suit plus l'inspecteur Ménardier et le reporter Bellegarde. Mais pourtant, malgré ce succès public et critique, il fut diffusé une seule fois à la télévision en 1951 sur la chaîne RTF Télévision qui deviendra l'ORTF. Et pour qu'il y ait une nouvelle adaptation, il faudra attendre le téléfilm de 1965 pour revoir le fantôme du Louvre qui sera réalisé par Claude Barma sur l'ORTF. Vu qu'ils avaient, à mon humble avis, les droits du bouquin. Tout d'abord, parlons du réalisateur Claude Barma, qui est le père de Catherine Barma. Il fut l'un des pionniers du téléfilm français depuis la création de la première chaîne de télévision française, comme Les Trois Mousquetaires avec Belmondo, la saga du commissaire Maigret interprété par Jean Richard. Ce nom me dit quelque chose. Et donc il eut toujours la confiance du public sur ses projets, et ce fut le cas pour Belphégor, qui reprit le livre en le modernisant, et plus de 10 millions de spectateurs ont regardé le téléfilm chez eux. Après c'est normal, il n'y avait que 2 chaînes à la télé. Le zapping était rapide. On aurait pu se dire qu'avec cette audience, on aurait pu avoir le retour du fantôme sur grand écran. Ce fut le cas. En 1966, on a eu La Malédiction de Belphégor, qui est une catastrophe sans nom, où l'histoire ne se passe pas au musée du Louvre, mais à l'Opéra de Toulon. Les acteurs sont à la ramasse, et même si on pourrait sourire de voir Raymond Buisser, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué le vieux cancre dans Les Soudoués. Et sa femme faire du cinéma franchouillard des années 40, mais non, ça en est tellement lamentable que ça casse le rythme du film, qui était déjà pas très folichon. Et bordel, pour Belphégor, c'est quoi ce masque en carton-pâte et cette posture à la Nosferatu? Mais dites-le que vous vouliez faire votre propre Fantomas. Bref, les spectateurs n'ont pas été dupes, donc ils l'ont renié et le long métrage est devenu une figure légendaire de la série Z française. Et il pourrait bien faire partie d'une des chroniques de Nanarland. Et des années après, en 2001, nous arrivons enfin au sujet de notre vidéo. Belphégor, le fantôme du Louvre. À l'origine, c'est avant tout une idée du producteur Alain Sard qui rêvait depuis longtemps de réadapter la série en film après avoir vu les Américains adapter leurs propres œuvres. Il voudra donc la moderniser comme celle du téléfilm en gardant le genre fantastique. Et bien entendu, pour ce type de film, il a dû faire appel à un réalisateur talentueux qui s'y connaît sur le genre du fantastique. Bon, c'est pas grave, peut-être que les scénaristes ont fait de leur mieux pour créer une bonne histoire. Bon, bah si le scénario est mauvais, peut-être que les acteurs feront de leur mieux.
Ça fait beaucoup là, non? Tout compte fait, j'aurais préféré parler de la série animée Belphégor qui est sortie la même année. Mais bon, laissons la chaîne ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, qui a fait une très bonne vidéo. Donc, lançons ce film qui s'annonce palpitant. Alors, on commence par suivre un égyptologue qui cherche la momie qui serait à l'origine Belphégor pour l'emmener au musée du Louvre. Il y a un chat dans une pyramide. Il y a un chat dans une pyramide. Ok, ils étaient vénérés par les Égyptiens, mais de là à ce qu'ils survivent à l'intérieur des pyramides, excusez-moi, mais c'est un peu gros. Merde, quand même. Bon, après ce grand flash pour nous faire oublier cette erreur, on remonte dans le temps pour arriver aux années 2000 où ils ouvrent le sarcophage pour l'analyser de A à Z. Il n'y a aucun bijou, aucune amulette. C'est impossible. On peut les oublier? Impossible, vous dis-je. Pour les Égyptiens, ces objets rituels étaient nécessaires à la survie dans l'au-delà. Oui, rappelez-vous bien de ces pierres précieuses. Mais voilà qu'il y a un problème technique et ils ont réveillé la momie. Bref, elle fait la foire aux Zanzibar au musée pour qu'on fasse une transition à... Ah non, qu'est-ce qu'elle vient fiche ici? Je suis désolé, mais depuis que je l'ai vue dans San Antonio, je suis assez sceptique pour sa fin dans le film. Donc elle est là pour nous présenter Lisa, jouée par Sophie Marceau, qui s'occupe de sa grand-mère et... Mais ne me brusque pas. Peut-être que c'est moi, mais... Il laisse les vivants dormir en paix. Ces répliques... Sonne Un esprit malin dont on sait pas le nom et même lui il avait pas le droit de le prononcer. fausse. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Mais voilà que, oh, comme par hasard, il y a encore un pétage de plomb. Et qui ont fait appel? Non, Martin. Joué par Frédéric Diffental. Non, mais pour ceux qui ont mal tourné, il faut toujours leur donner... Seconde chance. Bon, la grand-mère, pendant ce temps, prend un malin plaisir à caser sa petite fille et Martin. Les gars, je veux juste rappeler un truc. Mais on parle bien d'un film sur le fantôme Belphégor. Pas d'un film à l'eau de rose, à mes amis, mes amours, mes emmerdes. Manquerait plus que la mamie Clams pour qu'on soit dans ces téléfilms du dimanche. Mamie. En tout cas, la mamie a réussi son coup avant de casser sa minette en les rapprochant. Écoutez, en tout cas, si jamais un jour vous pétez les plombs, bah, n'hésitez pas. Bon, revenons sur quoi déjà? Ah oui, la momie. Et l'on nous présente la professeure Spencer qui décortique cette momie pour savoir qui c'est. Nous croyons encore aux bonnes vieilles méthodes. Intuition, déduction. Ah mais d'accord, aucun de vous n'a envie de faire un effort. D'ailleurs, c'est qui cette actrice anglaise? Donc, elle s'appelle Julie Christie qui a joué dans Dr. Jivago, Fahrenheit 451, et ne vous retournez pas? On voit que dans les années 2000, les artistes étrangers prenaient la crème de la crème du cinéma français. Bref, après un éboulement dans l'appartement de la grand-mère de Lisa, rappelez-vous bien de cet événement. Ce sera... très important. On suit de nouveau Spencer qui présente à cet agent passionné d'Égypte, beaucoup trop passionné d'Égypte, et où elle nous expose ce nouvel appareil qui est... L'analyseur de spectre. Quoi? Analyseur de spectre. Hein? Analyseur de spectre. L'analyseur de spectre. Oh putain, ils m'ont fait peur ces cons. Par contre, le professeur Spengler te regarde d'un très mauvais œil. Pendant ce temps, Lisa et Martin visitent le trou de l'appartement qui les emmène directement au musée du Louvre, tranquillement, parce qu'on n'a pas trouvé de meilleure raison pour aller voir des tableaux. La sécurité laisse à désirer. Ils se séparent, et Lisa rencontre la momie, puis un flash, et Sophie Marceau vient de perdre 50% de son jeu. Et voilà que la nuit d'après, elle commence à avoir des pouvoirs qui la transformèrent de l'intérieur en devenant Catwoman, je veux dire Belphégor. Mais sinon, le film n'a vraiment pas envie de nous donner un peu de suspense avant de nous balancer en pleine figure l'identité du coupable. Et donc elle retourne dans le musée pour créer de la discorde et on voit qu'elle a gagné quelques centimètres. L'autre agent fan de momie va peut-être intervenir et non, on passe au lendemain. Ok. Mais les codes de ce film sont d'une violence. Passons. Lisa commence à avoir des pouvoirs électromagnétiques et des pulsions. Les images vous expliqueront mieux qu'un long discours. Bon, Martin va remarquer qu'il y a un truc qui cloche. Les chaînes et les fouets, c'est pas mon trip, quoi. Quelque temps après, Lisa est de nouveau ensorcelée et va prendre la cape de Doctor Strange, je veux dire Belphégor. Avouez que cette cape est possédée. Pour cette deuxième visite du conservatoire, on découvre qu'elle cherche des pièces et des bijoux. Mais bon, vu qu'il faut que ça dure 1h30, elle ne les trouve pas et tue donc un autre agent. Après cet incident, on fait venir la police des polices. Donc, qui ont fait appel
Non mais arrête, tu l'as déjà faite cette vanne. Mais j'aime bien Ghostbusters. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas tué. Et voici l'arrivée de l'inspecteur Verlac, joué par Michel Serrault, qui va essayer de résoudre cette affaire. Et quelques scènes inutiles plus tard, on apprend que ça fait quelques années que le vieux briscard recherche ce fantôme après une affaire dans les années 60. Clin d'œil, clin d'œil. Et je crois que c'est celui qui dit le plus souvent de fois. Belphégor, 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 Belphégor. Alors, on dirait qu'elle a la maladie de la Tourette. Attention, cette vidéo n'a pas pour but de se moquer des personnes qui ont la maladie de la Tourette. Merci de votre compréhension. Bref, Verlac sympathise avec Spencer pour... Vous savez quoi? Pendant que Lisa fait peur à des enfants et entend des voix. Et personne ne se dit qu'il serait bien le bon moment pour l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Mais non, donc elle repart au Louvre. Encore. Non mais c'est moi où elle est sur des roulettes. Elle fait tomber le fanat de chat et de momie et s'enfuit. On est déjà à 50 minutes de film, ça n'avance pas et je n'arrête pas de me répéter. Et le lendemain, Verlac a peut-être la solution pour que cette affaire avance. Attends la prochaine victime. Et voilà que Lisa fait des dessins sur les murs avec son sang. Martin s'inquiète enfin pour elle. Il était temps, toujours en retard par rapport aux autres. Et Martin, comme Lisa, arrive au musée en toute simplicité. Et Belphégor, on va l'appeler comme ça parce que c'est le titre du film, cherche encore ses bijoux de famille et touche encore un vigile en lui montrant sa plus grande peur, les piqûres. Et avant de partir, elle range sa petite panoplie de Lego. Bon, après que Martin a échappé à son flic, il retourne voir Lisa pour la raisonner. Mort. C'est beau le royaume des morts. Pour vous, ce sera l'hôpital psychiatrique. Et non, il la laisse partir. Incapable! Donc Martin va voir la professeure Spencer pour avoir des renseignements sur cette momie et ses hiéroglyphes. Sauf que, bordel, on sait que c'est Lisa. Donc arrêtez de rallonger le récit. Et en plus de ça, on a l'agent adorateur d'Égypte sorti de l'hôpital, qui est lui aussi devenu fou. M'envoyer un message. L'autre nuit, cette vision, c'était un message de l'autre monde. Ce chien, c'était le dieu Anubis. Monsieur, vous êtes fou, madame. Et lui non plus ne se fait pas arrêter. C'est pas vrai, hein. Mais c'est pas vrai. Bon, si c'est comme ça, c'est moi qui vais aller dans cette clinique de fous. Et vu que le film ne sait pas du tout ce qu'il veut raconter, on va danser. Ah non, le fantôme n'a pas trop envie. Martin rattrape Lisa et lui dit que tu ne sais pas ce que c'est de jouer dans une saga pourrie et de jouer le même rôle n'est pas mauvaise. Et il réussit à la convaincre. Oh c'est beau putain. Sauf que... Une cigarette, s'il te plaît. Et du feu. Ah, ces fumeurs, ils gâchent tout. Et voilà qu'elle s'enfuit. Encore. Et où est-ce qu'elle va aller? Au musée du Louvre. Mais Martin ne lâche pas l'affaire, la rattrape et lui montre enfin son identité. Alors que pour nous spectateurs, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on subit cette révélation. Bref, Martin se fait encore rattraper par Verlac. Donc après ces confessions, l'inspecteur va voir l'appartement de Lisa, découvre qu'elle n'est pas morte et décide de laisser Belphégor terminer son rite en cherchant une bague pour qu'à la fin cette momie puisse sortir du corps de la demoiselle. Déjà, Poto, à quel moment t'as décidé de changer d'avis sur Belphégor? Et il serait temps que ce spectre laisse son âme tranquille parce que ça va pas très fort. J'ai envie de coller la petite. Bref, elle retourne au Louvre. Elle cherche la babiole, mais elle se fait malheureusement choper par le GIGN. Les flics, ils sont là partout. Et se fait enfin interner dans un hôpital psychiatrique. Ouais! Oh là, oh là, oh là, oh, 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 oh. Par la suite, Spencer sait enfin où était la bague. C'était l'égyptologue du début qui l'avait. Donc il le sort de son tombeau pour lui prendre la bague. Sceau royal des pharaons. Ensuite, Martin va voir Lisa pour lui redire les mots qui sont sur la bague pendant qu'elle fait des acrobaties. Et ils ont tous les éléments pour terminer son rite. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Et voilà qu'on a une vision de Lisa qui montre que le fou des momies va prendre cet esprit vengeresque. Oh shit. Non mais qui a accepté ce visuel? Vous savez qu'il faut consommer de la poudre Perlimpinpin. avec modération? In the movie.
Elle sort de l'hôpital et... Ah boy, here we go. elle retourne. Une dernière fois. Oh lourd. Mais cette fois, personne ne l'empêche de faire cette prière. Et le spectre sort enfin du corps de Lisa pour être enfin apaisé. Et le film se termine par nos deux amants qui s'embrassent et d'autres fantômes du Louvre qui sortent des œuvres d'art. Ça demande explication. Non, 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 je connais ce regard, je connais ce regard. C'est le regard. Peut-être qu'il y aura une suite. Il n'y en aura pas et tant mieux. Il y a plus de 5 litres de débilité à déroussailler sur ce film. En conclusion, déjà le fait de moderniser une œuvre ne me dérange pas, et même l'idée d'aller dans le fantastique plutôt que dans une enquête policière pouvait montrer quelque chose d'enrichissant. Et puis je le rappelle, les Américains ont quand même réussi à bien adapter quelques séries, alors pourquoi pas nous? Je mets les guillemets sur les quelques. Et anecdote intéressante, toutes les scènes dans le musée ont vraiment été faites au Louvre, alors que celui du téléfilm n'a pas pu le faire. Donc les œuvres d'art que vous voyez dans ce film sont celles de la galerie. Mais voilà que l'on va aller dans le nœud du problème. Notre réalisateur Salomé a voulu faire un film de série B avec des acteurs qui ne sont pas dirigés et ne savent pas ce qu'ils doivent faire, avec des scènes rallonges, répétitives et très chiantes qu'on se croirait dans Hélène et les garçons. Les dialogues sont insipides que j'enrage à chaque phrase prononcée par les comédiens. Les effets spéciaux n'ont pas l'air d'avoir été finis, mais surtout dans certaines scènes, on n'a même pas le temps de voir l'effet visuel et pratique. Vous avez vu? Ça a duré à peine 4 secondes et ça a été montré de façon grotesque et en accéléré pour qu'on ne soit pas du tout impressionné ou effrayé. Merci beaucoup. Et je ne jette pas la pierre à l'équipe technique parce que faire ces effets-là en 4 mois, on ne peut pas faire des miracles. Et surtout ne me dites pas qu'en France on ne peut pas faire de films fantastiques parce que la même année il y a eu, excusez-moi du peu, Le Pacte des Loups de Christophe Gans et c'était du grand art. D'accord, le monstre n'est pas parfait, mais Gans a réussi à ne pas trop le montrer pour qu'on soit captivé par son récit et ses personnages. Pour les acteurs, je crois qu'elle a amené à son personnage une modernité, une énergie, et un côté entre guillemets star qui est incroyable. je crois que Sophie Marceau a vraiment été possédée pour n'avoir même pas essayé un tant soit peu de présenter une performance acceptable. C'était une zombie en ayant le même faciès pendant tout le long du métrage. Et ironie du sort, elle recevra l'année d'après le Billet d'Or pour la pire prestation dans un film. Michel Serrault, quand il a pas un bon texte et de bons dialogues, il peut tomber très bas dans l'imperfection avec ses remarques de vieux boomer et le fait qu'il radote. Et je n'ai rien vu de ce qui pourrait être un tant soit peu attachant à son personnage. Et en plus, il abandonne très vite sa traque. Pourtant, il était un gros passionné de Belphégor. J'avais vraiment cru qu'il allait devenir un Montoya. Et j'ai de la peine pour Julie Christie qui récite littéralement son texte parce qu'elle est anglaise et qu'on ne l'a vraiment pas dirigé correctement. Parce qu'en comparaison, dans une courte scène dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, elle a montré tout son art. Et avec tout ça, je ne pensais pas dire ça un jour, Frédéric Diffenthal est le meilleur acteur de ce film. Laissez-moi terminer! Laissez-moi terminer! Je vous demande de vous arrêter. C'est juste que par rapport aux autres qui sont en sous-jeu ou en surjeu, lui reste dans un ton monotone comme dans les taxis, sans en faire trop ou pas assez. Il est vrai qu'il a la même interprétation que dans ses autres films, mais là, il dérange moins que les autres. À part pour ses blagues, elles sont moisies. La BO du film faite par Bruno Coulet, c'est pas n'importe qui, hein, est bien sur le ton égyptien, mais on oublie assez vite sa musique. On se rappelle plus de la chanson faite par Natacha Atlas. Ne me demandez pas ce qu'elle a fait, je la découvre dans ce film. Ils ont d'ailleurs mis plein de clins d'œil sur le téléfilm. Pour moi, ça a fait l'effet inverse et j'avais plutôt envie de voir ses anciennes versions plutôt que ce produit Heidi. Et malgré ses énormes défauts de cohérence et de respect de l'œuvre, ce film a fait venir presque 2 millions de spectateurs en salle. Mais ces chiffres ne veulent rien dire si ça ne tient pas sur la durée. Mais bon, gamin, je voulais voir ce film parce qu'après avoir vu La Momie de Stephen Sommers, ça aurait dû être du même niveau. Eh ben, quelle erreur! Et quand je disais série B, je trouve que j'insulte quand même le genre. Vidoc était bien plus drôle et inventif sur ses effets visuels et numériques, et c'était l'un des premiers films numériques de l'histoire. Puis pour le personnage de Belphégor, l'idée d'une momie qui recherche la paix intérieure est une bonne idée, mais c'est malheureusement mal utilisé, et on a mis 1 heure de film pour comprendre sa raison, alors qu'elle a déjà fait des ravages dans ce musée. Et le problème c'est qu'on le montre trop, alors que cette créature folklorique devrait être vue le moins possible.
possible pour avoir un peu de mystère. Et le costume, qui est, ma foi, joli, n'est pas un tant soit peu impactant pour qu'on soit impressionné par ce fantôme. Et ce film, en plus d'insulter l'œuvre originale, il insulte le genre fantastique. Parce que c'est à cause de ces films qu'on ne met pas assez au sérieux tous ces films de genre. C'est pour ça qu'en France, la production est maintenant réticente à des projets hors de nos mœurs. Je me disais qu'enfin, en cette année 2020, ça allait revenir en force. Mais sauf qu'à cause de ce Connard de virus. les producteurs vont encore moins prendre de risques pour nous surprendre. Je ne sais pas ce que l'avenir nous dira, mais ces films français qui changent d'habitude méritent plus de considération. Mais pas cette chose qui ne fait que caricaturer ce genre. Je reparle du Pacte des loups. C'était certes coûteux, mais ça a ramené beaucoup plus de spectateurs et étrangement, les producteurs n'ont pas voulu le prendre comme exemple pour d'autres productions. Je crois que je suis parti un peu trop loin. Tout ce que je vous conseille, c'est de regarder des vrais films fantastiques ou bien de revoir le téléfilm et le livre pour les fans de Belphégor. Parce que je crois que ce sera pas près d'arriver pour qu'il y ait un autre film Belphégor au cinéma. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Et joyeux Noël! T'as aussi raté Noël. Prenez garde, c'est dangereux de provoquer